14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Lorsqu'on est amoureux, on rêve de vivre longtemps ensemble et il est normal d'avoir peur que notre amoureux nous quitte. Seulement cette peur nous pousse parfois à avoir des comportements qui sont contre-productifs et je vous propose qu'en compagnie de Hélène Vecchiali, nous évoquions tous ces comportements qui nuisent à une belle relation d'amour. Alors bien sûr, notre peur d'être abandonné fait écho à cette fameuse blessure d'abandon qui nous a tous blessés à des degrés différents évidemment. Mais est-ce qu'il faut pour autant éviter de s'engager et passer à côté d'une belle histoire d'amour par peur d'être quitté ? Est-ce qu'il faut devenir suspicieux, possessif en espérant ainsi contrôler parfaitement notre partenaire qui comme ça elle va rester avec nous, sauf que à force il risque de s'éloigner pour de bon. Alors je sais, l'amour ça peut faire souffrir, mais quoi de plus beau que l'amour ? Moi pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux. Avec Hélène Vecchiali, eh bien nous allons vous aider à mieux vivre l'amour et je vous invite à réagir en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Hélène Vecchiali. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychanalyste, vous les avez entendus, vos patients parler de cette peur d'être abandonné, d'être quitté. C'est presque une peur inévitable chez chacun d'entre nous. Oui, c'est une peur légitime qui est ancestrale et qui est engendrée par des expériences archaïques, ne serait-ce que déjà quitter le ventre de sa mère, c'est le premier abandon, c'est sûr. Et puis, on le voit dans les contes, dans les histoires fantastiques, dans les cauchemars, où c'est vraiment quelque chose de récurrent. Et voilà, donc les premiers attachements, nos premiers objets d'amour conditionnent ce qui va se passer ensuite. C'est en fonction de ça qu'on aura plus ou moins peur de l'abandon. Voilà, et cette peur d'abandon provoque, ça va être un peu le sujet de cette émission pendant 2 heures, et peut-être qu'on n'aura pas assez de 2 heures pour expliquer tout ce que ça peut comporter, mais ça comporte forcément des réactions qui peuvent être contre-productives déjà ça. Il y a des gens qui ont trop peur de s'engager par peur d'être quittés. Oui, ou alors qui vont s'engager et puis après tout faire pour que l'autre les quitte, pour prouver que effectivement la peur de l'abandon était légitime. Mais c'est vrai que la façon dont ça se passe, les causes, on pourrait dire, c'est l'insécurité physique et affective que certaines personnes ont. Ça peut être aussi la peur d'aller dans une relation de couple parce que les personnes ont vécu des deuils, ont vécu des accidents ou des maladies, c'est-à-dire des chocs d'abandon. Ça peut être aussi parce que lorsqu'ils étaient petits, il y a eu un parent qui a été défaillant, par manque d'affection ou parce que la personne, le papa ou la maman était dépressif. Ça peut être aussi l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur qui a fait que le parent s'est un petit peu détaché, non sans être aimant, mais a dû s'occuper du puiné. Et puis ça peut être un père ou une mère qui travaille trop et qui fait que l'enfant se sent défaillant. Donc on a de nombreuses raisons archaïques ou de la petite enfance qui font que les gens ont cette peur-là chevillée au corps. Donc peut-être dans un premier temps, essayer de prendre conscience de notre peur d'abandon et quel degré elle a et qu'est-ce qu'elle fait qu'on va avoir un comportement qui peut parfois être pas tout à fait le bon. Oui, c'est vrai. Et lorsqu'on est dans un couple, vérifier qu'on n'est pas trop dépendant de l'autre, vérifier qu'on ne va pas rendre le couple toxique à cause, par exemple, d'un perfectionnisme outré, parce qu'on se dit si je suis parfaite, il ne m'abandonnera pas, ou alors d'une jalousie excessive qui fait que l'autre ne va plus pouvoir respirer. Ou ne pas oser lui dire non pour être sûr qu'il reste, par exemple. Aussi. Être tout à fait. Ça, c'est très féminin. Tout à fait. Dans une soumission qui va être trop grande, ou une recherche constante d'approbation. Ça peut être aussi un manque chronique de confiance en soi qui va faire que au bout d'un moment, l'autre va sentir qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et ça va créer ce qu'on cherche à éviter, c'est-à-dire l'abandon. Et puis il y a ce comportement inverse où on crie à qui veut l'entendre, moi je suis une grande indépendante ou un grand indépendant, moi je suis, etc. Et quelque part c'est aussi derrière cette peur d'être abandonné, du coup on considère qu'on a besoin de personne, sauf qu'on a tous besoin de quelqu'un. Oui, c'est évident
et je repensais en préparant l'émission, je repensais à un psychanalyste hongrois, Spitz, qui a parlé de l'hospitalisme. Et c'était vraiment intéressant. Dans les années 1950, on s'est rendu compte que dans les hôpitaux qui prenaient en charge des bébés, eh bien, même lorsque les soins étaient parfaits, c'est-à-dire vraiment les enfants changés, lavés, nourris à heure fixe, avec des gens vraiment qui prennent soin d'eux, eh bien, ces enfants-là se laissent périr, sont ou dépressifs ou il y en a qui mourraient. Et ça s'appelle, le concept qu'il a inventé s'appelle l'hospitalisme. Et on s'est rendu compte que lorsqu'il n'y avait pas un lien permanent avec une seule personne qui montrait de l'attachement, eh bien l'enfant se laissait mourir. Donc on voit que ça remonte loin, là, le besoin de cette relation affective et le besoin de ce lien. Donc ça remonte loin, mais c'est indispensable. Et chacun va gérer ça comme il peut, avec effectivement, comme vous le disiez, des personnes qui revendiquent leur indépendance haut et fort, parce qu'il y a une peur profonde de l'abandon. Alors on va évidemment parler du lien du couple, parce que c'est un lien évidemment où cette peur d'abandon se joue. Mais on pourra peut-être aussi, si certains en ont envie, parler du lien avec ses enfants ou avec ses parents, parce qu'on voit aussi que cette peur d'abandon peut provoquer des liens entre parents et enfants trop forts, avec parfois même de l'emprise. Oui. Avec des liens fusionnels qui empêchent l'enfant de grandir et qui fait qu'il restera toujours auprès de papa ou maman. Et puis ensuite des liens avec les parents, parce que, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple de l'hospitalisme, bien sûr que c'est dans la petite enfance que cette gestion de l'abandon va se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu, et là je parle d'un autre pédiatre, psychanalyste, Winnicott, qui dans les années 60 a parlé d'un concept qui est intéressant pour cette histoire d'abandon, c'est-à-dire la capacité à être seul. Et lorsqu'un enfant se sent en sécurité avec une mère suffisamment bonne, qui l'a intégré comme un bon objet, il se sent suffisamment solide et confiant en lui pour pouvoir gérer les moments où il est tout seul. Et c'est là où il va être créatif et où il va se sentir à l'aise. En revanche, un enfant qui a eu une maman ou un papa qui n'a pas pu s'occuper de lui correctement va avoir cette peur de l'abandon et de la solitude. Et toujours dans la recherche de quelqu'un qui l'aime, voilà. Quelqu'un qui est là pour voilà. Pour le sécuriser. Donc déjà, peut-être la question que peuvent se poser ceux qui nous écoutent, est-ce que quand vous êtes tout seul, un soir, un jour, une après-midi ou un matin, est-ce que ça provoque chez vous un peu d'angoisse ou pas? Parce que c'est ça peut-être déjà le premier premier indice, oui, tout à fait. C'est cette peur de la solitude. C'est-à-dire, lorsque je suis tout seul, j'ai l'impression d'être abandonné de la terre entière et j'ai besoin vite de remplir mon agenda ou d'être avec des gens, d'appeler quelqu'un parce que c'est insupportable. Bon, vous pouvez mettre Sud Radio, ça, voilà. Ça c'est bien. La solution, c'est Sud Radio, c'est sûr. Non, mais on a tous, je crois qu'on a tous une petite peur comme ça, plus ou moins consciente d'une totale solitude. Je crois que ça c'est, et je dirais que même à la limite, celui qui se pose en ermite et qui veut vivre absolument tout seul, quelque part, ça traduit aussi une névrose. De toute façon, les extrêmes se touchent. Oui, c'est tout bien à connu. fait. Mais on a tous nos petits rituels pour justement pallier cette angoisse. Je crois que c'est important quand même aussi de moi je déculpabiliser les gens. Voilà, moi je sais que j'ai mes chiens. Ça c'est pas des êtres humains, mais quelque part ça nourrit la solitude. On peut avoir, on a tous nos petits trucs. Je crois qu'il faut être lucide aussi là-dessus. Oui. D'ailleurs, les bébés, ils ont un doudou. Mais voilà, moi j'ai il faut trouver un doudou. Oui, des très très gros doudous. Voilà, donc je crois que c'est important de bien comprendre que c'est normal. Maintenant, ce qu'on va essayer de bien comprendre durant ces 2 heures, et on va essayer de vous aider, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans une relation pour pas justement rendre la relation un peu plus toxique ou un peu bancale. Je crois que c'est ça le but de cette émission. Oui, c'est vraiment tout à fait reconnaître que ça existe. Reconnaître que la peur de la solitude et de l'abandon, elle est légitime.
Maintenant, si ça va jusqu'à des comportements un peu pathologiques, un peu extrêmes, c'est là où il faut se questionner, parce que sinon, on n'arrivera jamais à guérir. Voilà, et si c'est votre partenaire qui est peut-être dans cette peur, panique de l'abandon, vous pouvez également en témoigner au 0826 300 300. C'est Corinne qu'on retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Hélène Vecchiali, nous abordons la peur de l'abandon. Comment ça se joue justement dans votre histoire d'amour? N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Sud Radio, comme l'a fait Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Brigitte, je suis un peu émue, excusez-moi. Bonjour Corinne. Bonjour. Donc c'est Hélène aussi qui est avec nous, Corinne. Oui, pardon, je suis un peu émue, oui, j'aurais dû dire bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Non, mais je vous en prie, je vous en prie. En tout cas, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas abandonnée, nous sommes deux pour vous soutenir, Corinne. L'union fait la force. Oui, il paraît. Mais bon, ça dépend quelle union, hein. Parce que parfois, on se met en union, pas forcément pour le mieux. Des liaisons dangereuses, oui. Alors, racontez-nous. Je ne sais pas par quoi commencer, à vrai dire. Si j'ai des questions, je répondrai. Bon, alors, vous êtes... Moi, en fait, je m'adresse là à Hélène, excusez-moi Brigitte, ou... Enfin, non, je vous adresse à toutes les deux. Adressez-vous à Hélène. Non, en fait, à toutes les deux. Moi, j'ai suivi une psychanalyse pendant 3 ans, 3 heures par semaine. Le chemin était douloureux, mais extrêmement épanouissant. Et en fait, j'ai vécu un traumatisme extrêmement violent à l'âge de 20 ans. Mais étant de nature très optimiste, positive, etc., j'ai continué mon chemin sans voir de thérapeute, jusqu'à un jour, à 50 ans, pas tout à fait, je suis allée voir un psychanalyste et qui m'a résumé mon vécu amoureux par, je l'ai dit à Emma, la chanson de Jane Birkin écrite par Gainsbourg, « Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve ». Oui. C'est quoi votre traumatisme quand vous aviez 20 ans? On m'a enfermée, une maison blanche, qui maintenant aujourd'hui était un asile de fous, qui a été désectorisé, qui n'existe plus, et dans lequel j'ai subi des choses, vu et subi des choses assez violentes. Oui. Enfermée dans on appelait à l'époque une cellule d'observation, donc fermée à double tour, voire plus, avec juste 3 petits barreaux qui étaient ouverts plusieurs fois dans la journée pour voir si j'avais un comportement normal. Je dis vous dans le sens les autres patients, interdiction de sortir. Mais si on vous enferme dans ce lieu, enfin, j'entends bien la souffrance que vous avez éprouvée, elle est encore présente. Mais pourquoi? Parce que je suppose qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait un petit peu faillir. Ça a été totalement disproportionné en fait, puisqu'après un neuropsychiatre a dit à ma mère, mon Dieu, qu'avez-vous fait à votre fille qui faisait juste une dépression choc post-traumatique. Enfin, l'annonce de mon père est décédé. D'accord. Quand j'avais 17 ans, et maman me l'a annoncé en ouvrant la porte de la chambre. J'ignorais même que mes parents étaient divorcés, que mon père était souffrant. Donc en fait, j'ai mené ma vie et je suis allée faire des études en Allemagne. J'avais 19 ans en fait. Mmh. Et puis je me suis épuisée, les études, le travail, je me suis opérée, etc. Et du jour au lendemain, alors qu'en plus j'avais rencontré quelqu'un, du jour au lendemain, assise toute la journée, du matin jusqu'au soir, je ne voulais plus me nourrir, plus rien faire. Et voilà, et de là, 15 jours de vacances à Rome, parce que ma soeur était mariée italien, qui n'ont rien changé, arrivée à Paris, quelques jours toujours de prostration sur le lit. Maman m'a amené voir un psychiatre. J'étais terrorisée quand je l'ai vu. C'était un homme qui apparaissait très très âgé, qui me paraissait très bizarre. Et puis 5 minutes plus tard, il m'a demandé comment j'allais. Et je ne sais pas, à peine un quart d'heure, se sont passés. C'est passé, une ambulance est arrivée, je me suis retrouvée oui, c'est incroyable. Enfermée. Oui. Et vous êtes sortie au bout de combien de temps? Ça doit vous paraître, moi mon psychanalyste m'a dit qu'il y a des facultés pour l'écriture, il faut l'écrire ce livre. Parce que si je vous dis, mais probablement pas Hélène, mais vous, enfin je veux dire, un professionnel, un psychanalyste, si je vous dis j'y ai passé que 6 jours, vous ne penserez pas forcément que ça n'est que 6 jours. Moi, c'est 6 jours et 6 nuits d'enfer.
Mais bien sûr. Mais vous savez, Corinne, la subjectivité des choses, personne n'a à en juger. Hein. Si... Oui, non, mais en plus, on ne peut pas parler. Pardon, je vous ai coupé de ce qu'on ne connaît pas. Et c'était un asile de fous. C'est-à-dire que j'avais, à pas tout à fait 21 ans, autour de moi, que des gens internés à vie, avec des comportements violents. J'ai subi des attouchements dans la cellule d'observation, parce que les infirmiers avaient oublié de fermer ma cellule. Oui, c'est une histoire de fou, c'est le cas de le dire, quoi. Franchement, ils ont été odieux. Et aujourd'hui, vous appelez... La famille présente. C'est-à-dire que le psychiatre a demandé à ce que ma mère, et il y avait également ma tante, m'amène à l'asile en sa compagnie, enfin de lui. Et moi, les infirmiers sont arrivés avec des camisoles. J'ai hurlé que c'était pas, la porte s'est fermée. J'ai hurlé que c'était pas ma place et j'ai entendu ma mère dire mais qu'est-ce que tu veux que je... Oui, enfin votre mère était peut-être pas très bien non plus de toute façon à ce moment-là. Et Corinne, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez fait de cette épreuve? Alors j'ai beaucoup lu Boris Cyrulnik. Oui. J'ai fait de la résilience, mon cheval de bataille, mais pour qu'il y ait quand même un lien et vous compreniez le lien avec votre émission, vous, Brigitte et Hélène, c'est que ça... Moi, j'ai perdu mon père à 8 ans, mes parents se séparaient. À 17, mon père disparaissait brutalement. Quelques années plus tard, mon deuxième père, je l'appelais ainsi, c'était le mari de ma sœur, se suicide. J'allais me marier, et là, j'ai eu un épisode... mon psychanalyste m'a dit c'est une colère, ça n'est en aucune manière une bipolarité. Je me suis retrouvée en état de choc face à tout ce bonheur. Et voilà, ça m'a valu une hospitalisation et au bout de 4 jours, on m'a mis sous lithium. Pour des années après, me dire que je n'étais pas bipolaire. Et en fait, donc ce mariage n'a pas eu lieu parce que j'étais hospitalisée, parce que lui ne m'a pas reconnue, mais il est revenu vers moi. Mais moi, j'ai voulu protéger la famille qui disait que s'il m'avait quitté, ponctuellement, c'est qu'il ne m'aimait pas. C'était archi faux, il était totalement traumatisé. Et alors après, les schémas, le rapport à l'abandon, c'est que, en fait, c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir des hommes qui avaient tout ce que j'adorais, mais j'ai toujours pensé que moi, j'étais pas à la hauteur, mais je ne l'exprimais pas. Et que du coup, un jour, je serai abandonnée parce que je valais pas grand-chose. Oui, vous pensiez que vous ne le méritiez pas? À 20 ans. Oui. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. C'est très intéressant. Mon psychanalyste, qui avait beaucoup d'humour, m'a dit, non, ils sont beaux, ils veulent tout donner, ils sont fous amoureux. Non, c'est pas possible de cette manière-là. Non, faut fuir. Et c'était pour me... Oui. Mais c'est un peu ça qui s'est passé. J'étais très gâtée par rapport à l'amour qui m'a été donné. Mais j'ai volontairement, et ça je crois qu'Hélène ne me contredira pas, parce que j'ai eu la chance de rencontrer un psychanalyste passionnant et brillant, il m'a dit le hasard n'existe pas. Et bizarrement, j'ai toujours été très amoureuse des hommes que j'ai rencontrés, mais c'était souvent des situations compliquées, puisque l'ex-femme de mon compagnon s'est suicidée à cause de nous. Ça, c'est ma dernière grande histoire. Oui, elle s'est pas suicidée à cause de vous, elle s'est suicidée à cause d'elle. Hein. On ne se suicide jamais à cause des gens. Je sais, mais bon, j'avais pas été là, c'est celle qui l'empêchait de croire en un hypothétique renouveau avec son ex-mari. Mais lui, il n'en était pas question. Mais moi, je me disais si je n'avais pas été là. Elle se serait suicidée quand même. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Donc, j'adorerais rencontrer quelqu'un. J'ai 3 ans quand même de psychanalyse derrière moi. Ça, c'est lui qui le disait, Michel, mon psychanalyste. J'ai une force de vie, m'a dit, de dingue. Parce que je sens que... Mais voilà, protéger toujours les autres. Je devais passer sur France 2 pour parler de mon histoire. Et j'ai refusé à chaque fois. Mais je crois qu'il a raison, Corinne. Je pense que vous avez tout à gagner à écrire pour vous déjà, parce que vous allez, grâce à ça, mettre des mots sur votre souffrance. On l'entend, elle est tout à fait là, présente entre les mots. Et puis
prenez du temps. Vous savez, vous avez commencé le chemin de la guérison et continuez. Et je pense que au fil du temps, ça va aller bien. Et puis quand vous avez des moments où vous avez l'impression que ça va moins bien, regardez derrière vous et vous verrez que vous avancez bien. En tout cas, il y a un bon chemin, un beau chemin que vous avez parcouru. Bravo, oui. Merci en tout cas de votre confiance, Corinne, et on vous embrasse. On fait une petite pause, on retrouve notre Sexy News, Flore Chéri, qui est avec nous dans un instant. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hélène Viecali, nous retrouvons Flore Chéri qui va nous parler. Oui, il paraît qu'il faut prendre des douches et puis des bains maintenant. Oui. On va savoir pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi, mais oui. Aujourd'hui, on parle des peurs de l'abandon. Et une des solutions, c'est aussi de se raccrocher à ce qui nous fait du bien, à ce qui est là tous les matins pour nous dès notre réveil, mais voilà, aussi tous les soirs avant de dormir. Ce avec quoi on peut chanter à tue-tête sans avoir peur du ridicule, ce devant quoi on peut se mettre à nu sans honte et sans pudeur. Je veux bien sûr parler du bon vieux pommeau de douche, toujours là dans les coups durs. Pommeau de douche donc qui est souvent un passage érotique que l'on découvre jeune, quand la seule pièce de la maison familiale qui ferme à clé, c'est la salle de bain. On estime d'ailleurs qu'environ 30% des hommes comme des femmes adultes choisissent la salle de bain comme territoire de masturbation privilégié. 30%, c'est énorme. C'est énorme, hein. Et ça, les marques de sextoys l'ont bien compris, elles l'ont bien compris très tôt. Dès les années 2000, l'emblème du sextoy pop et fun à destination des femmes s'impose dans le monde. Il s'agit du petit canard vibrant que l'on connaît tous et qui s'inspire des jouets de bain pour enfants qui marchent très bien à ce moment-là. Ça a été propulsé par la marque Big Tic Toys et sacralisé par la couturière Sonia Rykiel en 2002, qui a ajouté ses célèbres petites rayures multicolores à l'animal. Mais même sur les sextoys récents vibrants qui utilisent de moins en moins les piles, la fonction waterproof qui résiste à l'eau est presque devenue une mention obligatoire sur chacun des emballages, tant on sait que son utilisation peut se faire à des endroits très mouillés. C'est vrai, vous avez raison, ils sont toujours waterproof. Ils sont toujours waterproof, et oui, et ça c'est parce qu'on utilise de moins en moins de piles. On connaît aussi ces sextoys, ces dernières années, tout le business autour des jouets intimes de bain. Les sextoys ventouses, les menottes ventouses, les savons coquins, les boules effervescentes aphrodisiaques que se développent à vitesse grand V. Et là, dans ce bouillonnement de créativité autour des jouets intimes de bain, on vient de passer un cap, car pour la première fois, une marque développe un pommeau de douche qui fait aussi office de sextoy féminin. Drôle. En fait, c'est un pommeau de douche qui peut s'utiliser. C'est joli en plus. C'est très joli, ça peut s'utiliser de façon très classique, mais certains modes permettent d'orienter le jet et la pression afin de stimuler la vulve différemment et se donner un peu plus de plaisir. Puis alors, ce qui est bien en plus, c'est que c'est tout à fait anodin. On peut rentrer dans votre salle de bain sans qu'on belle sache. Maman peut se doucher tout à fait tranquillement sous la douche sans se douter. Si elle découvre, elle risque, consommation d'eau risque d'augmenter sérieusement dans le foyer. C'est pas écologique. C'est ma chute. Vous me spoilez ma chute. Je suis désolée, Flore. C'est une très jolie collaboration, ce produit de deux marques qualitatives allemandes, Womanizer et Hansgrohe, qui est déjà un incontournable du matériel de salle de bain, que je trouve très intéressante parce qu'on est déjà sur un sextoy qui est somme toute très hygiénique et surtout sur une stimulation qui est assez nouvelle. On connaissait le Womanizer à air pulsé qui stimule donc le clitoris de façon très interne et parfois même, c'est le reproche qu'on lui fait, ça manque un peu de naturel. Là, on est sur une stimulation à base d'eau et donc sur une stimulation très organique, très externe, très douce, qui peut convenir parfaitement à certaines femmes qui ont un clitoris sensible ou au contraire à celles qui veulent sortir d'une routine masturbatoire très contraignante où la vibration doit être très puissante et renouer avec quelque chose de plus doux. C'est aussi un sextoy qui s'inscrit dans une grande tendance actuelle, celle du sex care, c'est-à-dire commercialiser des objets d'épanouissement sexuel avec une coloration qui tourne autour de la santé. Là, en l'occurrence, il permet d'associer la masturbation avec sa routine d'hygiène et de promettre en creux un petit moment de bien-être avec une masturbation en solo. On rappelle aussi que c'est pas parce que vous avez un pommeau de douche sexuel que c'est une raison pour vous faire une douche vaginale avec tous les shampoings que vous avez à côté de vous. Se mettre des trucs dans le vagin, je le répète, c'est toujours une mauvaise idée. Et pour les écolos qui nous écoutent et qui seront peut-être perplexes sur l'objet, je tiens à préciser que cet outil oblige à prendre une douche plutôt qu'un bain et c'est toujours ça d'économiser. Ah oui, pourquoi il faut prendre une douche plutôt qu'un bain ? Si vous faites ça dans le bain, en fait, le jet est moins... Ah oui, bien sûr. Vous êtes sous l'eau. À ce moment-là, oui, il faut sortir du bassin de l'eau. Ça devient compliqué. Voilà. Donc, douche. Oui. Puis le bain, ça utilise plus d'eau que la douche. Ça, je sais. Mais je continue à prendre des bains. Pourtant, je suis
assez écolo, moi, Oui. mais non, j'adore passer un Oui, temps moi aussi, je suis une dans grande un fan bain. des bains. Ah oui, oui. Alors vous savez que j'ai appris ça puisque je m'en fous, je dis tout parce qu'on est sur Sud Radio, on parle vrai. J'ai changé dans ma salle de bain, dans mon appartement à Paris, il y avait une douche et j'ai mis une baignoire. Et alors j'ai appris que il y a 10% des gens qui enlèvent la douche pour mettre un bain, alors qu'il y a 90% des gens qui enlèvent la le bain baignoire pour la pour douche. mettre une douche. Vous voyez, Ah, donc il y ces a gens vraiment- ne savent pas vivre. Non, moi je trouve qu'au contraire, Ils sont les écolos. Français deviennent très écolos. Voilà, c'est bien, bravo. Voilà, hein. très bien. Et puis comme ça, Flore, nous, Voilà, on gagne nos baignoires. on peut garder nos baignoires puisqu'il y en a 90% qui les enlèvent. Tout va bien. Bon, c'était drôle. Oui, c'est un très bel objet. Je suis toujours très épatée par la créativité des marques et en particulier celles Alors- qui le font de façon sérieuse et Oui, qualitative. oui, c'est un très bel objet. Mais alors, Hélène, vous prenez des bains ou des douches? Douche. Bon, voilà, il faut l'offrir à Hélène parce que de toute façon, vous n'en très ferez rien, Flore. Elle veut le garder. Je veux le Elle veut le garder. J'ai pas encore testé. Et puis, de toute façon, on peut prendre une douche dans sa baignoire. On peut tout à fait prendre une douche dans sa baignoire, d'où l'intérêt d'avoir une baignoire. Oui. Voilà, donc comme ça, vous pouvez garder l'objet. On a bien compris que vous voulez le garder. Et elle rougit un petit peu. Oh. Voilà. Merci Flore chérie. Merci. En tout cas, on peut vous retrouver bien sûr sur mysweetfantasy.com. Si vous avez des fantasmes, allez voir ce site, c'est toujours très intéressant. Karine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Karine. Hélène Vecchiali qui est avec nous. Voilà. Bonjour Hélène. Eh oui. Bon, alors, Karine, 3 questions, puis ensuite vous pourrez en poser une à Hélène. Alors, je vais vous demander de noter sur 10 quelle est chez vous votre blessure ou votre peur d'abandon. Vous comptez? Non, oh là là, ouais, je dirais 6-7. Vous metteriez 6-7, donc quand même une assez grande peur d'être abandonné. Ouais. Oui. Bon, soyez pas triste, c'est pas grave. Le tout, c'est de le savoir déjà. Hein. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait, oui, très peur. Deuxième question, combien avez-vous eu de partenaires? Plutôt 1 ou plutôt 100? Alors, partenaire sexuel ou pas forcément? Ah, ça c'est une vraie question. Généralement, les femmes considèrent qu'elles ne comptabilisent que quand c'est un partenaire, quand c'est pas uniquement un coup d'un soir. Et les hommes comptent tout, ce qui explique la différence entre le nombre d'hommes chez les hommes et le nombre chez les femmes. Alors, je dirais plutôt... Alors, pas 1, mais plutôt 1 que 100, ça c'est sûr. Plutôt 1 que 100, d'accord, Ouais. très bien. Et puis, dernière question, puisqu'on parlait des jouets, est-ce que vous aimez les jouets? Est-ce que vous les utilisez ou est-ce que vous utilisez vos doigts ou est-ce que vous ne vous masturbez pas? Alors, les objets, non, pas vraiment. Par contre, la douche, oui. Je crois que la chronique de Flore Chérie vous a vachement intéressé alors. Ça m'a parlé en tout cas parce que je le pratique donc ça m'a parlé. Oui, le jet de douche c'est bien. Rien de mieux. Le plus doux. En tout cas, ça fait partie des grands classiques. Hein. D'accord. Eh bien, je vous laisse poser une question à Hélène Vecchiali, elle vous écoute, allez-y. Une question sur. Alors c'est une question sur quoi? N'importe quelle question. Vous posez la question que vous voulez, soit une question qui vous intéresse, soit une question à Hélène, comme vous voulez. C'est libre. J'ai des problèmes donc à rencontrer des hommes. J'ai l'impression que les hommes sont plus attirés pour coucher. Est-ce que j'ai juste, c'est pas une question de savoir si j'ai raison ou pas raison, mais est-ce que la plupart des hommes sont vraiment attirés pour le sexe, ou est-ce qu'on peut aussi considérer qu'on peut être attiré amicalement? Je ne crois pas du tout. Bien sûr que les hommes sont attirés par le sexe, mais je crois que lorsqu'il y a une rencontre amoureuse, ils sont attirés et par le sexe et par la personne. Et je ne crois pas que tous les hommes ne pensent qu'à ça. Bien sûr qu'ils pensent qu'à ça, et tant mieux, mais s'ils rencontrent la bonne personne, eh bien, ils pensent à ça et à l'amour. Je crois que Alors, c'est plutôt dans le sens où, par exemple, si on est sur des sites de rencontres et qu'on précise que c'est une rencontre amicale, c'est là un peu ma question, c'est que c'est difficile de rencontrer quelqu'un amicalement. J'ai peur que les hommes pensent plus d'abord au sexe avant de l'amitié. Je pense que si vous êtes sur un site de rencontre,
Amical, je veux dire. Là, je crois pas. Je crois pas qu'un homme aille sur un site de rencontre pour rencontrer une amie. Je crois qu'ils vont sur un site de rencontre pour rencontrer une femme avec laquelle ils peuvent avoir une relation sexuelle et plus si affinité. Mais si vous voulez... Donc, ce que vous dites, c'est que vous aimeriez rencontrer un homme pour être ami ? Un homme, une femme, enfin, peu importe. Oui, pour de l'amitié, pour boire un verre, pour sortir au cinéma, boire un verre le soir. Il me semble que pour de l'amitié, il vaut mieux chercher une femme parce que, effectivement, sur un site de rencontre, je ne crois pas qu'un homme puisse comprendre que vous vouliez que de l'amitié. Les hommes vont sur les sites de rencontre pour rencontrer des femmes et puis avoir une relation sexuelle et éventuellement tomber amoureux. Hein. Tout peut arriver, mais juste de l'amitié, à mon avis, le message leur paraît ambigu à eux. Si pour vous, il n'est pas, pour eux, c'est ambigu. Oui, voilà, c'est ça. C'est que pour moi, ça n'allait pas et que pour la personne en face, d'accord. Mais il fallait que j'ai une réponse à ça parce que je me posais pas mal de questions là-dessus. Donc en fait, c'est pas la peine d'aller sur des sites de rencontres pour rencontrer juste des sorties. Mais dans votre intérêt, visiblement, je pense que le mieux, c'est peut-être de rencontrer un peu les personnes qui seraient autour de vous, peut-être aller dans une association, peut-être. Pourquoi. Enfin, vous voyez, essayez de trouver des activités où vous pourrez rencontrer des gens, et à ce moment-là, vous rencontrerez même peut-être des hommes avec qui vous deviendrez amis, mais ce sera parce qu'il y aura eu des affinités de par peut-être, par exemple, si vous aimez jouer aux cartes, si vous aimez aller vous faire de la randonnée, si vous aimez, voyez, si vous aimez, pourquoi pas une chorale. Enfin, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de capacité à revoir, à rencontrer des gens dans des goûts communs et dans des choses. Et à ce moment-là, vous rencontrerez forcément aussi des hommes et avec certains. Il pourra y avoir des affinités amicales. D'accord, bon, mais j'ai bien fait de poser la question, alors c'est parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Il faut toujours poser les questions qui nous traversent l'esprit, c'est toujours parce que les réponses sont toujours, nous permettent toujours d'avancer. Merci Karine. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on continue bien sûr avec vous. La peur de l'abandon, comment ça nuit à l'amour, on en parle avec vous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Hélène Vecchiali et nous évoquons donc la peur d'être abandonnée. C'est évidemment, on l'a dit tout à fait au début de l'émission, hein, une peur tout à fait normale, j'allais dire presque viscérale. Donc vous pouvez bien sûr en parler avec nous au 0826 300 300. C'est ce qu'a fait Julie. Bonjour Julie. Bonjour Brigitte et bonjour Hélène. Bonjour, merci Julie. de me recevoir sur l'antenne. Voilà, je ne dis plus merci pour l'émission que j'écoute assez régulièrement. Aujourd'hui, du coup, je veux bien vous parler de mon expérience concernant la blessure d'abandon et de rejet. Alors, de rejet que j'ai pu vivre à 16 ans, 36 ans et 50 ans. Donc, j'ai perdu beaucoup d'hommes dans ma vie et très petite. Il y a eu l'absence d'un parent. Après, il y a eu des attachements qui n'ont pas pu se faire. Étant enfant, je me suis sentie donc en insécurité affective. Et cela a eu des conséquences sur le couple et dans ma vie professionnelle aussi. Alors, dans ma vie de couple, il y a eu de la dépendance affective. Il y a eu un manque de confiance en moi. Donc, c'est vous qui étiez dans cette dépendance. Oui. Il y a eu... j'ai été en couple très exigeante, par manque de quelque chose, je pense, quand j'étais enfant, en tout cas. J'ai été aussi dans le sacrifice permanent. J'ai accepté des fois l'inacceptable dans une relation. Et j'ai répété plusieurs fois ce même schéma. Voilà. Dans le travail, il y avait un manque de confiance en moi et aux autres. La peur de décevoir. J'étais trop gentille et aimable en toutes circonstances. Et je ne savais pas dire non. Et j'avais vraiment soif de reconnaissance. Pardon. Voilà. Mais c'est bien parce que vous utilisez l'imparfait, donc peut-être que ça va mieux. Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux, bien sûr. Bon.
comme vous dites très souvent, on n'est jamais vraiment complètement construit. Et on apprend tout au long de la vie à se connaître mieux. Bien sûr. En tout cas. Donc comment guérir? J'ai d'abord été dans l'acceptation après avoir beaucoup réfléchi. Réfléchis toute seule ou vous êtes fait accompagner? Alors, toute seule, je me suis fait accompagner aussi, et parce que j'avais vraiment besoin de cicatriser. Oui. Et c'est vrai qu'en acceptant le problème pour pouvoir le dépasser, ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai pu tout au long de ces années le retourner à mon avantage aussi, parce que voilà, comme on n'est jamais construit, en fait on se découvre un petit peu plus au fur et à mesure de sa vie. Et maintenant, à chaque difficulté, j'accueille en fait tout ce qui se manifeste en moi. Par rapport aux émotions, tout ce qui est douloureux, mais tout ce qui est aussi lumineux. J'arrive à voir aussi le lumineux. Et chaque difficulté me permet de grandir un peu plus. Et j'essaye, en tout cas, quand ça m'arrive, de transformer cela en quelque chose de plus doux par des activités de danse, de dessin, de peinture. Déjà, ce qui est bien, c'est que vous vivez un peu pour vous. Parce que finalement, j'ai attendu longtemps. Quand on commence à pouvoir vivre pour soi, s'accorder des plaisirs pour soi, c'est que déjà on est un petit peu moins dans une dépendance, hein, et on se respecte. Et vous savez dire non maintenant? J'arrive à dire non, oui. On ne peut pas dire encore je sais toujours dire non, mais j'arrive à le dire. Il ne faut pas toujours dire non, de toute façon. Hein. Oui. C'est oui et non. Voilà. Et c'est vrai que j'ai vécu aussi, comment dire, bon, j'ai perdu à 40 ans mon mari. Décédé, vous voulez dire? Oui, et décédé. Et en fait, j'ai souffert de thanatophobie. Alors, je ne sais pas si les éditeurs savent ce que cela veut dire. C'est un sentiment de peur, d'inquiétude lié à la mort. Ben oui. Et en fait, cette peur, parfois encore, elle existe chez moi quand... C'était brutal, la manière dont il est parti? Oui. Donc, ça, c'est normal, oui. Oui. Et là, pour le coup, c'est un abandon terrible aussi. Hein. Ça ravive le syndrome d'abandon. Ah, tout à fait. Et vraiment, mais c'était vraiment, comment dire, très difficile à vivre lorsque j'avais des relations avec des hommes, après, quelques années quand même. Et c'était une vraie phobie. Donc en fait, je pouvais avoir un acte sexuel, mais je m'arrangeais toujours pour ne pas avoir à dormir avec la personne. Et cela se manifestait lorsque je m'apercevais que l'autre avait une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie. Pour moi, c'était le facteur déclencheur. Oui, le signe qu'il pouvait mourir, donc on s'en va, pour pas revivre ce traumatisme. Voilà. Et par rapport à ça, une fois, j'ai eu très très peur. Et pour le coup, j'ai joué à la carte retournée. Voilà. C'est moi qui ai abandonné. Vous avez bien avancé, hein, parce que vous, visiblement, vous êtes assez lucide sur beaucoup de choses. Vous avez vraiment bien analysé. Hein. Vous êtes seule aujourd'hui? Oui, je suis toujours seule. C'est vrai que je rencontre beaucoup d'hommes, mais des hommes qui justement ne me correspondent pas forcément et qui, par rapport à l'hygiène de vie, je me demande s'il n'y a pas de risque. Vous leur faites faire un bilan de santé avant de vous engager? Non, mais par contre... c'est comme une assurance. Je vais ouvrir Non, mais par contre, je vais... alors, je le fais moins, mais chez mes amis et chez mes compagnons, au début, je regarde ce qu'il y a dans le frigo. Ah oui, mais vous savez qu'on peut... On peut mourir en bonne santé. Hein. Je le sais. J'en suis tout à fait consciente. Mais c'est ça reste quelque chose, c'est une sorte de rituel finalement qui vous rassure. Voilà, j'arrive à me moquer de moi, bien évidemment. Oui, on entend, oui.
On entend, oui. Et donc, je me suis fait aider. Donc, c'est vrai que j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la médecine chinoise, j'ai fait des séances d'hypnothérapie. Notamment l'année dernière, quand j'ai vécu la 3e fois, du coup, un sentiment de rejet. Et j'avais beaucoup conseillé le livre de Natacha Calestrémé à des amis, et au final je l'ai acheté et j'ai regardé un petit peu dedans. Ça m'a aidé. Voilà, ça m'a aidé, ça m'a donné des compléments d'information. Est-ce que c'est parce que c'est un peu le propos de l'émission aujourd'hui, est-ce que justement cette peur que l'autre ait un accident ou en tout cas s'en aille de manière brutale comme ça, est-ce que vous avez l'impression que ça nuit à votre capacité aujourd'hui de vous engager ou d'avoir une relation qui fonctionne bien? Parce que ce serait ça le danger. Alors oui, j'ai l'impression que ça nuit à mes relations. Et alors c'est ça peut-être qu'il faut essayer de dépasser. À côté de certains hommes. J'ai encore un travail à faire. Est-ce que l'idée que cette peur que l'autre ne meure, et c'est une question que je vous pose, ce n'est pas ni un jugement ni une affirmation, est-ce que ça serait pas une façon pour vous de cacher une peur d'abandon psychique, c'est-à-dire de vous maintenir dans cette peur que l'autre ne meure? Est-ce que ça viendrait pas occulter une réflexion sur un abandon de ce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas assez bien, parce que vous n'êtes pas assez jolie, pas assez désirable, pas Alors assez aimable? Autrefois oui, plus jeune oui. Mais le fait, je me permets de faire cette hypothèse, parce que le fait d'aller ouvrir les frigos, on est encore dans quelque chose qui viendrait peut-être souligner une peur de l'abandon autre, et qui serait masquée par cette peur que l'autre ne meure. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Si, je réfléchis en même temps, je vais y réfléchir. Je ne m'étais pas posé cette question-là comme ça. Parce qu'on aime bien rationaliser nos peurs, en fait, Julie. Tout à fait. Et quelque part, oui. En plus, c'est tout à fait compréhensible, le traumatisme d'avoir son compagnon qui meurt d'une manière un petit peu comme ça brutale. C'est un traumatisme, donc ça pourrait justifier votre peur actuelle, mais qui peut être en effet une peur plus profonde et qui sera donc masquée, quoi. Qui sera donc plus facile à régler si vous en êtes vraiment consciente, tandis que tant que vous pensez que c'est juste une question de regarder dans les frigos, ça vous fera pas avancer, quoi. Bon, il y a 10 ans, ça date d'il y a 10 ans, donc maintenant je le fais moins, mais je regarde quand même, quoi. Oui. Je le regarde en m'amusant un petit peu, mais je le fais quand même. Et peut-être aussi que... faites-leur bien à manger, on garde un homme. Ça peut venir de la naissance aussi. Ça peut venir de la naissance, puisque à la naissance, en fait, j'avais travaillé quand j'avais, je sais pas, une trentaine d'années. J'avais peur de beaucoup de choses, et en fait, on s'était aperçu que j'avais le cordon ombilical autour du cou. Et c'était peut-être lié à ces peurs-là. Oui, ça fait aussi une mémoire traumatique qui peut expliquer les choses. Mais comme le disait Brigitte, effectivement, objectivement, il y a ce cordon autour du cou. Objectivement, il y a des hommes qui sont morts. Mais quelquefois, ça permet de se donner à soi la légitimité de j'ai peur que l'autre meure, alors que dessous, il y aurait peut-être autre chose à travailler. Absolument. Et puis, en tout cas, vous avancez, c'est ça qui est important. Oui, et bravo, vous allez parce que forcément continuer. Il y a un vrai travail en profondeur qui est fait. Merci beaucoup, Julie, en tout cas, de cet échange. Merci, Julie. Alors, la petite devinette du jour, Hélène Vecchiali, pourquoi le mariage n'est pas une loterie? Vous avez le temps des infos, évidemment, pour nous trouver la réponse. On va continuer, évidemment, à parler de cette blessure d'abandon qui, parfois, rend la relation toxique. C'est un peu l'angle que nous abordons aujourd'hui, parce que la peur d'abandon, on en parle souvent de cette blessure d'abandon, mais aujourd'hui, on la projette un petit peu plus dans le couple. Si vous avez envie de réagir, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, il est 15h. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons Florian Lafont.
bonjour à tous. L'Italie tout entière pleure la mort de Silvio Berlusconi, figure emblématique de la vie politique italienne et des médias, homme d'affaires. Il est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans, déçu d'une leucémie. Ses funérailles d'État seront organisées mercredi à Milan. De nombreux politiques lui ont rendu hommage, à commencer par l'actuelle première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a salué l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie. Hommage également de Vladimir Poutine envers, je cite, un vrai ami. Le président russe déplore une perte irréparable. Dans l'actualité également, le gouvernement une nouvelle fois sous pression. La motion de censure de la NUP pour faire tomber l'exécutif est débattue cet après-midi à 16h à l'Assemblée nationale. Elle a été déposée la semaine dernière par les députés insoumis après l'échec de l'abrogation de la réforme des retraites. Mais encore une fois, peu de chances de voir l'exécutif chuter. Seuls les députés RN ont annoncé qu'ils voteraient cette motion. Bruno Le Maire dans la tourmente. Le ministre de l'économie est visé par une enquête concernant le financement de campagne de son micro-parti lors de la primaire de la droite en 2016. Selon Mediapart, il serait question de dettes non payées à des prestataires. Elle pourrait constituer un financement illégal de campagne. La Meuse et la Meurthe-et-Moselle placées en vigilance orange pour risque élevé de feux de forêt. Météo France alerte sur les conditions météorologiques qui aggravent le risque d'incendie. 3 autres départements seront également concernés demain, la Moselle, Paris et les Hauts-de-Seine. On rappelle que le service de météo des forêts a été lancé le 1er juin par Météo France pour alerter la population sur le risque de départ d'incendie. Et puis vous allez, pour certains d'entre vous, pouvoir voyager en train gratuitement entre la France et l'Allemagne. Un pass a été lancé officiellement aujourd'hui. Ce billet sera offert à 30 000 Français et 30 000 Allemands âgés de 18 à 27 ans. Si vous êtes concerné, vous pouvez tenter de l'obtenir en vous inscrivant sur la plateforme passefranceallemagne.fr. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Passez une excellente journée à notre écoute. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons avec Hélène Vecchiali qui est avec nous la blessure d'abandon qui souvent nous entraîne à des comportements qui nous empêchent de vivre bien nos histoires d'amour. On en parle avec vous bien sûr sur Sud Radio au 0826 300 300. Je rappelle aussi que Hélène Vecchiali est l'auteur de différents livres. Le dernier, Un zèbre sur le divan, aux éditions Albin Michel, où vous évoquez les personnes au potentiel intellectuel. Voilà. D'abord, la réponse à ma devinette. Pourquoi le mariage n'est pas une loterie ? Parce que ce n'est pas un jeu. C'est pas mal, pas mal. Non, mais tout simplement parce que parfois, à la loterie, on peut gagner. Tandis qu'au mariage, c'est rare qu'on gagne. Malheureusement. Bonjour Nadia. Bonjour Brigitte et bonjour Hélène. Bonjour Ravie Nadia. de pouvoir collaborer à nouveau à votre émission. Merci. Vaste sujet que celui de l'abandon. Comme vous le disiez si justement, je pense qu'on souffre tous à plus ou moins grande échelle d'un sentiment d'abandon. Moi, j'ai pu repérer mes 3 grandes blessures, l'abandon, le rejet et surtout la trahison. Donc, surtout trahison et abandon. Pour faire très très bref, j'ai été enlevée, j'étais déjà passée dans l'émission, j'avais un papa kabyle, j'ai été enlevée pendant 6 ans en Algérie avec mon frère. Donc, j'ai été séparée de ma mère à 12 ans. Et j'en suis rentrée à 18 ans. Et je me suis donc sentie forcément abandonnée là-bas, d'autant qu'une fois arrivée là-bas, mon père nous a clairement abandonnés puisqu'il s'occupait que financièrement de nous. Et puis à notre retour en France, je n'ai pas reçu en fait l'attention, l'amour que j'attendais de ma mère. Donc à nouveau, il y a ce sentiment d'abandon, de rejet. Et ça a rythmé effectivement toutes mes relations amoureuses, j'ai envie de vous dire quasiment jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Alors, on va essayer d'être un peu plus précis, Nadia, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. C'est-à-dire que, bon, ok, vous avez compris vos blessures d'enfance et d'adolescence, ça c'est une chose, mais comment concrètement dans vos couples respectifs ou dans votre couple si vous n'en avez eu qu'un, vous réagissez par cette peur justement d'être quitté? Alors, ça se traduisait comme le témoignage précédent de Julie, je crois qu'elle s'appelait Julie. Je ne savais pas dire non. Je me modelais finalement à ce qu'attendait l'autre. J'avais une grande peur d'être trompée et donc abandonnée. Donc une soumission,
Une forme de soumission parce que j'ai quand même beaucoup de caractère et donc forcément à un moment donné mon naturel reprenait le dessus. Ouais. Donc il y avait cette bagarre en moi entre me soumettre, mais clairement celui qui a été le père de mes enfants avec qui je suis restée 17 ans, j'ai clairement choisi au bout de 4 ans de relation d'être soumise. De le laisser prendre entre guillemets la main et de temps en temps je me rebellais, puis bon, j'ai fini par le quitter au bout de 17 ans, mais je le laissais quand même prendre le dessus et ça pouvait se traduire par du coup de la soumission, de dire oui alors que je criais non à l'intérieur, etc. Et après cette relation, j'ai eu une autre relation, un homme que j'ai beaucoup aimé, et aujourd'hui 15 ans après, je m'aperçois que cet homme, finalement, avait aussi cette relation ce sentiment d'abandon. Et il se traduisait, mais ça je l'avais pas compris au début, il se traduisait par un problème d'engagement. Et aujourd'hui, alors il n'est toujours pas engagé, et moi non plus, mais aujourd'hui, moi je me pose la question justement, suite au témoignage que j'entendais, où est-ce que j'en étais? Et quand vous avez demandé tout à l'heure sur les 3 questions, si on pouvait noter, je crois qu'aujourd'hui, je suis, on va dire à 4 sur 10. C'est pas mal. Je vis seule. C'est pas mal. Oui, je pense que j'ai pas mal avancé. Alors, vos émissions m'ont vraiment beaucoup aidée, puisque j'ai découvert des intervenants incroyables, dont Hélène. Et effectivement, toute sa partie sur les zèbres me parle beaucoup. Les travaux avec Chabille Langlois également aussi, ça m'a énormément aidée. Je suis seule en n'ayant pas le sentiment d'être malheureuse d'être seule. Parfois, il m'arrive de temps en temps de me dire... C'est normal, ça. Voilà, mais sinon, je refuse même parfois des invitations, des sollicitations, parce que j'ai envie de me retrouver seule avec moi-même, de me poser, de prendre un livre, de rêver, de méditer, enfin de faire un petit peu mes petites choses à moi, en me sentant vraiment bien. En me disant waouh, oh là là, qu'est-ce que c'est génial ce moment que je passe. Et en même temps, je me demande si quelque part j'ai pas mis une forme de protection et que je m'accommode bien de cette solitude en restant dans votre bulle. Ça ne m'engage pas. Oui. J'aurais une question à vous poser parce que je vous entends avec une grande force. Une grande force intérieure, une grande énergie. Or, ce que vous décrivez dans votre enfance, ce sont quand même des tragédies. Donc, est-ce que de 0 à 12 ans, votre mère a été très présente et très aimante, qui est peut-être pas forcément le cas si quand vous êtes revenu, elle n'a pas été là? Ou est-ce que de 0 à 12 ans, il y a eu des tuteurs de résilience? Je veux dire par là, est-ce que vous avez eu des grands-parents aimants, une tante, un oncle? Oui, je pense que c'est plus ça. Ma mère a jamais été une grande maman, n'avait pas trop la fibre maternelle. Elle a refait sa vie avec mon beau-père que j'aimais beaucoup. Lui nous a apporté dans un sens parce qu'il avait un côté plus paternant et donc on faisait plus de choses avec lui, là où ma mère nous élevait. Avec des valeurs, avec des choses comme ça. Et donc ce beau-père, vous l'avez rencontré, vous aviez quel âge? J'avais quasiment 7 ans, de 6 à 12. D'accord. Donc il a quand même été là, oui. D'accord. Oui. Parce qu'on sent qu'il y a forcément eu quelqu'un qui vous a ouvert à l'affection, à la tendresse, enfin, qui vous a donné une petite force pour ensuite que vous puissiez en faire une grande. Oui, alors oui, je pense qu'effectivement il nous a apporté cette petite part et après honnêtement je me suis quand même beaucoup construite toute seule grâce à des modèles qui faisaient pas partie de ma famille, mais bon, je suis quelqu'un d'assez curieux et Julie parlait de Boris Cyrulnik, mais moi c'est quelqu'un que j'admire et je crois que j'ai écouté toutes ses conférences, lu tous ses livres, des choses comme ça, donc je pense peut-être aussi un trait de caractère. Oui. Je pense que vous les avez lus, mais plus tard. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans la petite enfance, quand on a réussi à se sortir de choses graves, comme cet enlèvement qui est quand même énorme, et ensuite pour être abandonné. Donc, c'est dans la petite enfance où il y a des personnes comme ça qui vont vous aider à développer de la tendresse, de l'affection et vous donner un petit peu des bases solides pour pouvoir arriver aujourd'hui à lire ces livres et à vous questionner et à avancer.
Je crois que c'est important d'ailleurs, excusez-moi Nadia, je vous redonne la parole dans un instant, je crois que c'est important de bien comprendre que dans la prime enfance, c'est parfois un instituteur, c'est parfois même un animal, c'est parfois la nature, c'est parfois... Mais il y a quand même beaucoup de choses qui permettent de tenir debout, et je crois que c'est vraiment important qu'on l'entende, parce que sinon on a toujours un peu tendance à penser que sous prétexte qu'on a eu en effet des parents un peu défaillants, on ne peut pas retrouver une force intérieure. L'enfant a quand même, c'est de la pâte à modeler, quoi. Il est quand même capable de s'appuyer sur des choses qui sont parfois, ça peut même être de la lecture, ça peut être, c'est très vaste. Hein. Voilà. Oui, alors c'est vrai que là-bas, je pouvais lire un livre par jour tellement je n'avais rien d'autre à faire. Et j'avais mon frère aussi, nous étions élevés à 2, donc on était tous les 2. Et j'ai eu aussi une amie que j'ai retrouvée il y a 2 ans. Une amie là-bas qui m'a beaucoup aidée, qui passait des lettres en cachette, qui venait me voir, qui m'apportait des devoirs, des choses comme ça. Qui aussi, quelqu'un avec beaucoup de force et de caractère et des parents adorables, qui m'a été d'un grand soutien, et je pense que ça m'a apporté. Je sais que je me souviens, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais je sais que je me souviens que j'avais tenu le coup pendant 6 ans grâce à elle et 2-3 filles aussi, avec qui je pouvais rire, faire des bêtises, plaisanter, des choses comme ça. C'était ma soupape. Le lien n'était pas totalement coupé entre 12 ans et 17 ans, ou 18 ans, oui. Oui, et en rentrant, j'étais mal en point, parce que je m'attendais quand même à un bel accueil, etc., ce qui n'a pas été le cas, parce que ma mère était plus préoccupée par des choses d'ordre factuel. Et 2 ans après, j'ai quand même fait 2 tentatives de suicide. Donc, je pense, malgré tout, malgré mon histoire qui n'a pas été, qui s'est pas terminée pas très bien avec mon ex-mari, je pense aussi, mais ça, je sais que je l'ai construit. Je me suis construit une bulle de protection en construisant ma famille avec mon ex-mari, en intégrant sa famille. Et d'ailleurs, quand on s'est séparés, ils m'ont tourné le dos, ça a été aussi une grande douleur. Mais j'ai construit cette bulle de protection. Et je savais que si un jour je me séparais, mon passé, mes fragilités allaient ressurgir. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc il a fallu que je refasse un travail de 38 à maintenant. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, Nadia, parce que c'est ça aussi qu'il faut peut-être entendre aujourd'hui, c'est que si on se met dans un couple pour justement se faire une petite bulle pour éviter sa peur de l'abandon, on n'est pas à l'abri. Au contraire. Au contraire, parce qu'en effet, un couple, on le sait, surtout aujourd'hui, ça peut malheureusement être éphémère. Merci beaucoup Nadia, merci, en tout cas, Nadia. de ce témoignage. On fait une petite pause et puis on va écouter un homme aussi, parce que les hommes aussi ont cette peur d'être abandonnés. C'est Hervé qu'on retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Hélène Vecchiali, psychanalyste et auteure notamment d'un zèbre sur le divan aux éditions Albin Michel. Voilà, on parle aujourd'hui évidemment de la peur d'être quitté, d'être abandonné. Et c'est Hervé maintenant qui est avec nous. Et oui, les hommes aussi sont sensibles. Bonjour Hervé. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Hervé. Bon, mais écoutez... Effectivement, la peur d'être abandonné, rejeté, c'est quelque chose qui est encore présent chez moi, qui, je pense, est présent chez tout le monde. Mais là, pour donner une note, je dirais que je suis passé en l'espace de 15 ans de 10 à 5 sur 10. Voilà. Vous avez fait le trajet à l'envers, vous? Non, j'ai eu la peur d'être abandonné très très tôt, très très jeune. Le rejeter, j'ai eu j'ai eu pas mal de revers là-dessus, et ça s'est traduit d'ailleurs beaucoup dans les relations de couple que j'ai pu avoir, jusqu'à ce que je fasse un travail qui m'a permis, plusieurs d'ailleurs, qui m'ont permis à travers les bouquins et aussi aide thérapeutique, qui m'ont permis en fait de comprendre l'origine d'une part, et aussi comment le traverser. Parce que ça, c'est comprendre l'origine, ça aide, et après comprendre pour le traverser, c'est une autre histoire. Alors ça, je suis ravie de vous entendre, Hervé, et on voit bien que là, c'est une parole d'homme, c'est-à-dire que
qu'est-ce qu'on en fait et vous avez 100% raison, quoi. C'est-à-dire que ressasser sans cesse les raisons qui font qu'on a telle peur, ok, mais à un moment, qu'est-ce qu'on en fait? Le passé, c'est le passé, et si on veut être bien, il faut en faire quelque chose, et puis à un moment donné, lui tourner le dos. Hein. Oui. Transformer le plomb en or. Et alors, qu'est-ce que vous en faites de votre passé, justement? Que j'en fais? En fait, tout simplement, quand cette peur se présente, parce qu'elle peut encore se présenter chez moi, bien sûr, oui. J'en prends conscience à travers le corps. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Puis il y a des choses qui remontent, et puis c'est des prises de conscience. Bon, je continue un travail avec une aide thérapeutique. Par contre, ce travail-là, je l'ai appris avec quelqu'un, un thérapeute, mais d'une manière totalement fortuite. Et c'est vrai que ça a été un déclic chez moi, à savoir que c'était plus en profondeur, que c'était un peu comme quand on parle des mémoires qui restent cachées. Bon, on peut parler, moi, chose que j'ai fait, j'ai parlé pendant 8 ans avec un psychiatre pour sortir d'une problématique familiale. Et au final, 8 ans après, je comprenais pas pourquoi, j'en ai suffisamment parlé, c'est bon. Et non. En fait, dans le corps restent des fois des empreintes. Et là, par cet intermédiaire, mais quelle que soit l'émotion d'ailleurs, voilà. Et cette peur du rejet, je dirais... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, Hervé, que vous êtes vraiment maintenant en relation avec vos ressentis? C'est-à-dire que... Oui, plus qu'avant. Parce que c'est ça, finalement, qui est important. Sans être, en ayant conscience que je peux, comme tout un chacun, mais aujourd'hui je parle de moi, en ayant conscience du discours intérieur de pensée, que ce soit critique ou autocritique, qui peuvent parfois être uniquement mentalisés. Mais qui sert à rien. Voilà, c'est sûr comment prendre la distance avec ça. Mais parce que, moi aujourd'hui ça passe par le corps. Oui, mais je vais préciser pour ceux qui nous écoutent, parce que vous avez tout compris. C'est-à-dire que si vous laissez le mental continuer à dire ok, j'ai peur parce que mes parents, mes enfants, mes frères, mais je ne sais quoi, machin, vous n'avancez pas, vous tournez en rond. Tandis que si vous êtes dans votre ressenti corporel et que vous faites quelque chose, par exemple, vous vous mettez à respirer pour vous rassurer, ou etc., à ce moment-là, vous pouvez aller bien. Alors même pas, c'est que je laisse la peur m'envahir en fait. Oui, dans mon corps. Vous la laissez là. Je la laisse m'envahir et ça fait très peur au départ justement. Je laisse cette peur de rejet à m'envahir et en fait ce qui se passe dans mon corps, je le laisse faire. Je le laisse faire. Et après, je peux pas vous expliquer, c'est difficile. C'est comme s'il y avait un mouvement à la fois physique et il y a des sensations et des déclics psychiques qui font tout à coup que c'est comme si on vous allégeait. Mais oui, voilà. mais parce que vous l'acceptez, cette émotion. Et donc forcément, elle va se dissiper. C'est une peur, sauf si vous étiez réellement toujours face à un cobra en train de vous menacer. Je veux dire, cette peur, elle est pas raisonnée. En fait, elle est explicable de par votre parcours, mais elle n'a pas de raison d'être au quotidien. Donc, une fois que vous la laissez vivre, à un moment donné, vous vous rendez compte elle part toute seule parce qu'il n'y a pas de raison, sauf si vous recevez un SMS de votre compagne qui vous dit je te quitte, bien sûr. Mais comme tout à fait. C'est bravo Hervé, parce que c'est important votre témoignage. Ça montre bien qu'il faut laisser le corps et l'émotion à un moment donné circuler, et puis ça s'en va et ça revient, mais ça s'en va. Tout à fait, c'est clair. Après, comment ça s'est manifesté, ça a pu... Mais là où vous avez raison, c'est qu'au départ, c'est un peu douloureux, désagréable, et c'est peut-être pour ça qu'on la laisse, on ne va pas dans son ressenti. Et vous acceptez d'y aller. C'est surtout que je ne savais pas qu'on pouvait aller à ce point-là dans son ressenti, que ça pouvait sans se mettre faire en danger. Émerger des choses. Oui. Voilà. Parce que pour fuir cette peur, tout un tas de moyens, que ce soit ça passe par l'achat, ça passe par la réassurance, ça passe par l'appel de l'autre s'il n'appelle pas, ça passe par le mental qui va gamberger, plein de choses.
Voilà, la compensation matérielle. Oui, mais vous avez découvert que c'est désagréable, mais qu'à un moment donné, c'est finalement mieux que d'essayer de ne pas la laisser vous envahir. Ouais. Bravo pour le parcours. Hein. Et puis c'est un témoignage. Non, mais c'est un témoignage important, Hervé, parce que depuis le début, on a eu des personnes qui expliquaient les raisons de leur peur. Bon, ok, c'est bien, mais c'est indispensable même. Oui. Mais après, il faut basculer dans la suite, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on le vit et comment on accepte de le vivre. C'est ça. Après, mon intuition, c'est une question. Je pense que l'humain, je vois culturellement. La peur du rejet, de l'abandon, quelque part, parce que la peur quelque part, la Constitution, vous parliez de l'hospitalisme avec ces enfants qui ont besoin d'un lien affectif, de réassurance, pour pouvoir avancer dans toutes leurs relations. Mais après, je pose une question, parce que je me suis intéressé à d'autres... Allez-y, bien sûr, oui. À d'autres... pas qu'à l'Occident, à l'Orient, mais je parle plutôt du bouddhisme, d'autres façons de voir la vie. Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression que au niveau occidental, cette peur est très présente dans le sens où c'est une peur où nous on favorise beaucoup, je le vois dans notre travail, dans notre façon de nous habiller, la comparaison, tout le temps, sans cesse. Alors la comparaison est utile, mais moi, depuis ma petite enfance, j'ai l'impression que toutes ces images de comparaison, de compétition, etc., ça existe dans toutes les sociétés, mais je me demande... Votre question est tout à fait intéressante et on va y répondre dans un instant, Hervé. Ce sera peut-être le propos de notre Love Conseil, finalement, Orient-Occident. On se retrouve tout de suite, Hervé, restez avec nous. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Oui, alors c'est Hervé finalement qui me donne l'idée comme ça d'un love conseil un peu improvisé. Hervé, merci en tout cas. La différence entre l'Orient et l'Occident, je crois que nous en Occident, c'est je pense, donc je suis. En Orient, c'est un peu plus le ressenti dans le corps, même si on pourrait revenir aussi sur certaines civilisations qui sont peut-être pas... je crois, Hervé, que c'est un peu ça. On a quand même, nous, tendance en Occident à faire passer tout par le mental, non, Hélène Becali? Oui, et puis à se méprendre sur, par exemple, le travail psychanalytique, où beaucoup de gens pensent que c'est uniquement intellectuel. Pas du tout. Le travail psychanalytique, on sait qu'on a touché une explication et qu'on est entré dans la vérité parce que le corps est complètement mobilisé par l'émotion. C'est à ça qu'on sait que ce qu'on vient de découvrir est juste. Qu'on parle vrai. Qu'on parle vrai. Parce que le corps, tout d'un coup, est bouleversé. Et la catharsis, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, on revit ce qui avait été oublié et on l'évacue. Vous êtes avec nous, Hervé ? Oui, tout à fait. Ça vous paraît valable, cette explication qu'on vous donne ? Écoutez, oui, tout à fait valable. Après, moi, je suis pas professionnel psychanalyste, mais c'est vrai que je posais cette question parce que, effectivement, après, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça s'oublie peu à peu à cause de l'industrialisation des pays orientaux, mais que finalement, toutes les... Beaucoup en tout cas de méthodes ou de manières d'appréhender la peur mais Hervé, nous viennent de là-bas, quoi. Je pense que le monde actuel, en effet, nous invite de plus en plus à être dans le mental et dans l'intellect et de moins en moins dans le corps. On marche de moins en moins, on est de moins en moins en relation avec la nature. Alors après, je veux bien que l'écologie nous amène à la nature, mais enfin, quand on voit la manière dont c'est traité, c'est inquiétant aussi, vous voyez. Et je pense que quoi qu'il en soit, on est d'abord des êtres qui vivons dans un corps et avec des émotions, et notre émotion domine toujours la pensée, c'est-à-dire que la première réaction, elle est toujours émotionnelle, quoi qu'on en dise, qui qu'on soit. Oui, tout à fait.
Je vous rejoins pour ça. Ouais. Et vouloir rester dans l'explication du pourquoi on va pas bien, c'est quelque part ne pas aller vers l'intelligence du cœur. C'est clair. Donc, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens, Hélène Vecchiali? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Je crois que c'est de comprendre que chercher pourquoi, ça me paraît vraiment indispensable. Mais après, il faut passer au comment. Comment on fait autrement et quels exercices on fait au jour le jour qui prouvent qu'on a évacué les problématiques qu'on a trouvées. Une fois qu'on a trouvé les causes, je veux dire, c'est un peu comme une maladie. Une fois qu'on a compris qu'on avait une angine parce qu'il y a un virus qui passait par là, et voilà, ok, on donne le médicament et on va mieux. Et la psychanalyse, c'est ça, c'est-à-dire c'est travailler sur l'inconscient, c'est-à-dire les causes dont on ignore tout. Mais une fois qu'on a trouvé, si on a vraiment trouvé, ça disparaît. C'est exactement ce que vous disiez de la peur, c'est-à-dire que l'émotion qu'on va vivre, elle va être terrible, et puis tout doucement, elle va disparaître, et à partir de là, on oublie même ce qui s'est passé pour faire autrement, pour être autrement et faire autrement. De toute façon, Hervé, si vous écoutez un peu cette émission, souvent je parle du corps et de ce que le corps, les mots du corps qui sont finalement des blessures de l'âme. Oui. Oui. Et alors, il ne faut pas non plus que ça soit une sorte de dictionnaire systématique. C'est pas aussi simple que ça. Mais quelque part, si quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ou etc. Si on prend conscience qu'on est en colère, si on prend conscience qu'on est triste, qu'on prend conscience qu'on est joyeux, parce que ça existe aussi, ou qu'on a peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre chez nous. C'est ça. Je vous rejoins, je ne sais pas quoi dire parce que je suis tout à fait d'accord. Bravo, parce que vous avez fait un beau chemin. Vous avez compris que le ressenti, c'est ce qui parle de nous, avant tout. Effectivement. Je vous en remercie en tout cas pour votre émission et vos émissions précédentes. Merci Hervé, et puis merci de votre témoignage. On va continuer bien sûr à évoquer vos peurs avec Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Merci Brigitte pour votre émission. Je tiens d'abord à vous dire ça parce que chaque fois que je l'ai écoutée, et souvent, j'ai ressenti que ça permettait d'éclairer les leviers dont on peut se saisir pour reprendre ou réanimer le pouvoir à soi. Et ça, je trouve que c'est il n'y a pas beaucoup d'émissions et je trouve que c'était très bien. Voilà, je voulais dire ça avant. Eh bien, merci. Merci. Voilà. D'apporter, donc c'est plus un témoignage, c'est-à-dire que dans chaque relation de ma vie, j'en ai quelques-unes. Oui. J'ai abandonné avant d'être abandonnée. Pourquoi? Donc je disais que j'allais jusqu'au bout de mes possibles et ensuite je partais ou je lâchais la relation parce que dans chaque relation j'imaginais que l'autre était toujours mieux que moi, c'est-à-dire plus intelligent, plus beau, plus sportif, plus talentueux, plus pertinent, etc. Et donc je faisais tout pour lui plaire jusqu'à m'oublier. Et donc, conséquence, c'est que la relation, assez rapidement, était en déséquilibre. Je me retrouvais dans une situation où j'étais une petite fille qui voulait absolument plaire à l'autre. Mais est-ce que vous quittiez parce que vous vous sentiez pas suffisamment respecté du fait que justement vous disiez toujours oui, donc du coup vos besoins étaient pas entendables? C'est ça? Tout à fait. Tout à fait, parce que je n'étais pas respectée, que je n'avais plus la place que vous espériez avoir. Voilà, c'est ça. Alors là aussi, votre témoignage, il est clair, parce que ça montre bien que vous provoquiez ce que vous ne vouliez pas obtenir. Et est-ce que vous partiez parce que à un moment vous vous rendiez compte que c'est l'autre qui pouvait partir? Oui, pas vraiment. Non, pas vraiment, non, pas vraiment, mais bon, j'avais plus
j'avais plus la place, quoi. Je dis toujours que je suis allée jusqu'au bout de mes possibles. Mes possibles, c'était qu'à un moment donné, je n'existais plus, mais bon, je me rendais compte que c'était ma responsabilité. Vous finissiez par lui reprocher ce que vous aviez provoqué, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Mais il a fallu que j'attende, moi j'ai 67 ans, il a fallu que j'attende il y a 2 ans, 3 ans, pour bien réaliser quelle était ma responsabilité dans les relations et par rapport à ce rejet et à cet abandon. Ce sentiment d'abandon qui est aussi qui peut être très violent, quoi. Oui, mais vous n'avez jamais été quitté, du coup. Non. Donc vous avez réussi votre objectif quelque part. Vous pouvez. Oui. Mais vous voyez, Marie, il faut aussi positiver finalement. Peut-être que si vous aviez été quitté, ça aurait été plus douloureux au fond. Enfin, je sais pas. Oui, sûrement. Mais n'empêche que même si pas quitté, par exemple, de pas se sentir aimé pour ce que l'on est, mais en fait, on s'aime pas. Alors l'autre peut pas vous aimer, mais quand même, de pas vous sentir aimé, c'est violent. Vous étiez sans doute aimé, mais vous n'étiez pas respecté dans vos besoins essentiels, élémentaires. Mais parce que vous ne les avez pas réclamés et parce que vous vous êtes renié dès le départ. Vous vous êtes abandonné vous-même. Ah oui, complètement. Par peur d'être abandonné. Mais c'est ce que vous racontez, c'est tellement fréquent. Oui. C'est tellement fréquent que je crois qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence sur vous parce que vous avez fait comme vous avez pu. Oui, tout à fait. Effectivement, dans un couple, c'est rare que les 2 membres du couple acceptent d'être eux-mêmes. Et de ne pas se conformer à ce que l'autre attend, ce que l'autre veut, ce que l'autre voudrait, ce qu'on suppose qu'il voudrait. C'est très très dur. Il faut avoir vraiment une personnalité solide et qui s'est bien construite et être bien debout. Or, à 20 ans, qui est comme ça? Personne. Donc on commence des premières relations en de briques et de broc, en s'adaptant à l'autre. Et puis au bout d'un moment, on se perd, quoi. Et ça, c'est compliqué, bien sûr. Oui, on peut se construire ensemble, mais quand même, c'est assez rare. Oui. Donc non, mais bon, écoutez, vous avancez. Ah oui, là, oui, un peu difficilement, mais j'avance. Mais c'est vrai que je me disais que quand même, ce sentiment d'abandon, par exemple, j'ai une amie pour qui je sentais que le chemin, il pouvait se séparer parce qu'on ne s'apportait pas grand-chose. Sauf que là, elle m'a rejeté de Facebook et des amis. Et ça a été d'une violence. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que tu vives ça encore. Voilà. Ça a été... Alors, Marie, je vais vous dire une chose, c'est peut-être pas votre cas, mais c'est quelque chose que je découvre assez souvent. Quand on fait un travail sur soi, il nous arrive de perdre des vrais amis, c'est pas des être des vrais amis. Merci Hélène. Parce que tout d'un coup, il y a beaucoup de relations d'amis qui sont basées sur des relations d'emprise. Et quand on travaille sur soi et qu'on grandit, la personne en face n'a plus cette emprise. Et du coup, elle vous rejette. Tout à fait. Ça, j'ai conscience de ça. Mais je trouvais ça normal parce que vraiment, c'est... Mais ça fait mal, fait mal quand même. Ça fait mal, quoi. Bien sûr. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ça fait mal alors que c'était même quelque chose que je souhaitais, quoi. Oui, mais ça veut dire que vous allez mieux. Mais c'est douloureux quand même. Ok. Mais ça veut dire que vous allez mieux et qu'elle supporte pas, que vous ayez plus confiance en vous, que vous compreniez plus de choses. Et parce que le comportement qu'on a dans un couple, à se soumettre à l'autre, à guetter son approbation, on l'a avec ses amis. C'est-à-dire qu'on n'est pas en tranche de saucisson, je suis parfaite avec mes amis, et puis dans le couple, en revanche, je me soumets, etc. On l'a partout, ce comportement-là. C'est-à-dire on ne veut pas être abandonné par son compagnon, mais on ne veut pas être abandonné par ses amis. Donc quand tout d'un coup, vous progressez et que vous arrivez à être authentique, vrai, eh bien... ces compagnons ne sont plus des bons compagnons pour vous, mais vos amis sont plus des bonnes amies pour vous. Mais ça empêche que c'est douloureux, quoi, parce que... Oui. Mais la bonne nouvelle, Marie, c'est que plus on est authentique, plus on a des relations authentiques, et de vrais amis, et éventuellement de vrais compagnons, donc c'est plutôt bon signe. Oui,
Tout à fait. C'est exactement ce que je suis en train d'accueillir dans ma vie, même si ça passe pas. Ben oui. Ouais, tout à fait. Mais bon, c'est la vie, hein. On en perd des amis, on en retrouve d'autres, et puis le tout c'est de rester en vie et dans l'envie de liens avec les autres. Et je crois que ça vous l'avez, donc tout va bien. Oui. Ok. Merci Marie. Merci Marie. Merci à vous. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Hélène Vecchiali, psychanalyste, et je rappelle aussi ce livre, Le silence des femmes, aux éditions Albin Michel. On a évoqué d'ailleurs, tiens, j'ai pensé à vous la semaine dernière, une femme qui racontait un homme qui se jette sur elle et elle était paralysée. Et j'ai évidemment pensé à ce livre que vous avez écrit, qui n'a pas reçu d'ailleurs le succès qu'il méritait. Voilà, Le silence des femmes, c'est aux éditions Albin Michel. La peur d'être quitté, je crois que si vous écoutez l'émission aujourd'hui, vous avez compris que c'était normal. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est normal. Donc, je dis pas que tout va bien, mais en même temps, il faut pas penser que vous êtes anormaux. Bonjour Paul. Bonjour Brigitte. Bonjour Paul. Alors moi, bonjour Hélène, je voudrais te partager une expérience que j'ai eue incroyable, à mon sens. Hein. C'était suite à une passion, je pense que j'avais une sensibilité à l'abandon, qui doit être toujours présente parce qu'on l'a tous. Et en 2014, j'ai eu une rupture amoureuse qui était plutôt passionnelle. Et j'ai tellement souffert de cette rupture. Eh bien, ça m'a réveillé quelque chose en moi. Ouais. Les jours qui ont suivi cette rupture, où j'étais vraiment au fond du trou, et j'ai appelé ma maman qui était encore vivante, et je lui ai posé la question, maman, qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de ma petite sœur qui avait 14 mois d'écart et qui était née handicapée, avec le cordon ombilical qu'il avait étouffé et qui était née bleue. Et ma mère me révèle à ce moment-là, que je ne savais pas du tout, elle me révèle qu'elle m'avait mis, on vivait en Afrique, à Abidjan, et elle m'avait mis à l'écart, enfin pas à l'écart, elle m'avait transféré en France pendant 6 mois, et elle m'apprend que j'avais fait pipi sur moi à l'arrivée en France, chez ma grand-mère, pendant 48 heures, et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais été séparé de ma mère. Et ma mère n'était plus disponible pour moi, pour mon frère, parce que ma petite sœur était née... handicapée. Elle avait été étouffée avec le cordon, donc elle était, elle avait fait une hémiplégie, elle était bleue complètement, donc elle était presque sans vie, ils l'ont réanimée, mais bon, elle est quand même née handicapée, et puis voilà, donc je suis resté 6 mois à 14 mois, et j'ai appris ça suite à une rupture amoureuse à l'âge de 48 ans. Et ça a été une libération complètement. C'est formidable. Merci de ce témoignage qui est fort. C'est exactement ça, quoi. C'est tout d'un coup. Incroyable. Oui, si c'est une vraie compréhension et une vraie mémoire émotionnelle, eh bien, une fois que vous avez traversé ça, vous êtes libéré. Oui, c'est exactement ça. Et alors, c'est incroyable parce que c'est vrai que maintenant, dans toutes mes relations jusqu'à là, ce moment-là, avec mes amis, avec des femmes avec qui j'avais eu une aventure où j'étais engagé, eh bien, j'avais comme une peur, comme quelque chose qui n'était pas normal, que je ne savais pas expliquer. Vous ne saviez pas d'où ça venait. Une angoisse, parce que là, on parle... Une angoisse, c'est ça. C'est vraiment une angoisse. Oui. Et même dans les relations avec les autres, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est révélé en moi. Mais après toutes ces années, c'est dommage que j'ai pas eu ça avant. Non, mais vous savez, ça arrive quand on est prêt aussi à l'accueillir. Moi, ce que j'aime dans votre témoignage, vous voyez, c'est que quelque part, l'inconscience, c'est beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Et d'avoir été appelé votre mère pour comprendre, c'est votre inconscient qui a agi là. Je sais pas pourquoi j'ai été appelé ma mère à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de ma petite sœur? Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez eu un réflexe sain, comme le dit Brigitte, là, votre inconscient, tout d'un coup, vous étiez tellement au fond du gouffre
qu'il a commencé à émerger et il n'y avait plus de défense et il y a quelque chose de la mémoire émotionnelle et sensorielle qui a émergé et vous êtes allé chercher la bonne réponse, quoi. Bravo. Voilà. Parce que j'ai eu une relation fusionnelle avec ma maman aussi. Hein. Alors, bien sûr. Ça a dû être dur pour elle parce qu'elle n'était plus disponible pour s'occuper de moi. Pendant 6 mois, ça a duré un peu. Elle m'a confié à la grand-mère. Mais voyez, Paul, ça prouve une chose. Ça prouve qu'à ce moment-là, vous étiez certainement très, très, très malheureux, mais vous avez su lâcher. Et c'est pour ça que vous avez eu l'idée d'appeler votre mère et d'avoir la réponse. Si vous étiez défendu dans je ne sais quoi, de la colère ou de la vengeance ou d'une sorte d'hyperactivité ou de vous mettre à boire, vous auriez pas eu ce guide inconscient qui vous fait appeler votre mère. Vous n'avez pas fui l'émotion, quoi. Vous avez plongé dedans à votre corps défendant, mais vous avez plongé dedans. Ouais. Effectivement. Mais je souhaite à tous ceux qui sont comme ça, qui ont une sensibilité, et je pense qu'on a tous cette sensibilité, mais plus ou moins forte. Oui, et quand vous avez raison, quand elle est très forte, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un écho. Vous voyez, ça fait caisse de résonance, il y a un écho. Quand on a peur d'abandon, mais à un niveau normal, voilà, faut l'accepter. Mais quand tout d'un coup, ça devient énormissime et que ça se transforme en tragédie, il faut aller comprendre ce qui se passe, quoi. Quand tout s'écroule comme ça, c'est quelque part, ça fait écho, oui. Bon, enfin, le cerveau est très complexe. Oui. Mais tout va bien maintenant. Bien sûr, mais en même temps, on se protège comme on peut aussi. On met en place des tas de mécanismes. C'est ça, de mettre en place des mécanismes de défense et de se protéger. Voilà, quand après la protection se transforme en forteresse et puis que plus rien ne sort et plus rien ne rentre, là, effectivement, c'est inquiétant. Mais vous avez fait ce qu'il fallait faire et bravo, quoi. Et j'imagine que... Pardon, allez-y, Paul. Oui, et puis si j'avais pas eu cette rupture mais violente, vous savez, quand on vit une passion, on espère beaucoup de l'autre. C'est une passion fusionnelle, un truc incroyable. Et quand on a peur de l'abandon, on la phagocyte encore plus, quoi. Oui, peut-être. Mais si j'avais pas eu ça, peut-être j'aurais jamais découvert que j'avais été laissé par ma maman. Peut-être elle, c'était une parenthèse dans sa vie. Elle a pas voulu le dire. Et puis elle l'a pas fait exprès. Elle n'avait pas le choix. Elle vous a pas rejeté. Bien sûr. Mais vous avez ressenti en tant qu'enfant à 14 mois, oui. Imaginez-vous, on vivait en Afrique avec un confort et tout, et je me suis retrouvé tout seul, petit à 14 mois, avec ma grand-mère. Bon, certes. C'était ma grand-mère qui était aimante aussi, mais quand même, j'étais loin. Il y a eu une rupture, bien sûr. Mais elle me raconte que ça m'a... Incompréhensible pour vous. Exactement. Et dans ces cas-là, un enfant se dit je ne suis pas assez bien. On m'a abandonné parce que je suis nul. Il ne se dit pas mais c'est à cause de ma petite sœur, etc. Il ne peut pas faire ce raisonnement-là. Donc c'est forcément de sa faute. Et ma mère me racontait au retour, j'étais toujours dans ses pattes, quoi, à vouloir. La peur que ça se reproduise. Toujours dans ses pattes, à être avec elle. Quand il y avait il y avait des fêtes à la maison, si quelqu'un voulait danser avec ma maman, j'étais dans ses pattes, j'étais jaloux. Il fallait que je sois dans ses pattes et qu'elle ne danse pas avec les autres, qu'elle soit à moi. Ça va, elle vous avait abandonné pour votre petite sœur, elle n'allait pas vous abandonner pour quelqu'un d'autre, encore. C'est pas possible. Non, mais ce qui est bien, Paul, c'est qu'il y a maintenant un avant, un après. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, vous avez certainement une façon d'aimer qui a un peu bougé. Et puis, ce que je voudrais juste dire là, pour ceux qui nous écoutent, ça montre bien que il faut dire aux enfants les choses. Parce que... Peut-être que si elle vous l'avait dit quand vous étiez ado, ça vous aurait peut-être... Tout à fait. Oui. Mais bon, il faut réfléchir sur soi-même, c'est très important. Ça coûte. C'est toujours bon de penser qu'est-ce qui se passe en nous et de réfléchir quand il y a des événements comme ça qui nous font souffrir. Pourquoi on souffre? Essayer de se poser la question. Il faut prendre le temps. Oui. Il y a des gens qui rejettent la pensée, tout ça. Ça sera toujours payeur de réfléchir sur soi-même.
On aura toujours des informations qui vont nous aider. Mais je crois que ce que je voudrais dire, puisqu'on est en toute fin d'émission, grâce à votre témoignage, Paul, quand on a la chance d'avoir encore nos parents et avec lesquels on peut quand même parler, posons-leur toutes les questions qu'on peut leur poser sur notre enfance, sur notre... Exactement. Parce qu'on va avoir des informations qui nous serviront toute notre vie. Exactement, exactement. Et, mais j'ai mes 2 parents maintenant qui sont partis, mais... vous voyez cette sensibilité à l'abandon. Quand mon papa est parti, j'ai énormément pleuré. Et quand ma maman est partie, elle est décédée l'année dernière, il y a 1 an et demi, eh bien, je l'ai accompagnée jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Eh ben, j'étais comme un petit garçon, toujours pareil. Je pleurais comme un petit garçon quand elle était chez mon frère à l'étranger. Et je faisais des allers-retours et jusqu'au dernier souffle, je l'ai accompagné et j'étais toujours ce petit garçon qui pleurait parce que même à 87 ans et moi ayant 56 ans, j'ai pleuré comme si j'étais un petit gamin qui était abandonné. C'est fou quand même. Oui, bien sûr. Mais au moins vous avez laissé votre émotion vous traverser, c'était ça qu'il fallait faire et bravo. Oui. Merci de ce très beau témoignage. Hélène Vecchiali, c'était formidable. On a eu des témoignages magnifiques. Vraiment passionnants, avec des gens qui se questionnent, qui sont en chemin, qui avancent, qui sont courageux. Bravo. Ça fait du bien. Merci à tous. Merci beaucoup Hélène Vecchiali. C'est aussi un peu grâce à vous, de toute façon. Et puis, on se retrouve demain. Alors demain, on va aborder un sujet important, très féminin. On va parler des règles avec Christian Jamin qui nous expliquera ce que c'est. Puis on verra aussi cette transmission de mère à fille qui parfois ne se fait pas justement.